Le face-à-face ce soir, Éric Zemmour, Julien Drey. Julien Drey, bonsoir. Vous êtes membre du bureau national du PS depuis 2003. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, parmi eux Ce qu'il faut changer au Parti socialiste. Ça date de 2003, mais c'est intéressant, comme livre. Ou encore, faudrait le relire. Faudrait le relire, en effet. La faute politique de Jean-Luc Mélenchon, intéressant aussi, aux éditions du Cherche Midi. Ça, c'était en 2014. Alors, vous êtes un membre du PS socialiste depuis plusieurs années. Vous avez vu évoluer la gauche. Vous avez même vous-même évolué à gauche. C'est quoi, aujourd'hui, pour vous, la définition de la gauche? C'est toujours la même chose sur le fond. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est un combat. Et c'est un combat en fonction d'un certain nombre de valeurs, qui sont les valeurs de justice sociale, d'égalité. Et la gauche, c'est ça. C'est d'abord le combat pour l'égalité, pour la justice sociale, avec un espoir, c'est qu'on puisse changer le monde pour qu'il soit plus juste, plus fraternel, plus humain. Voilà, c'est ça, c'est simple finalement. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Moi, j'ai été de gauche parce que j'étais révolté contre un certain nombre de choses que je constatais. À l'époque, c'était la guerre du Vietnam. À l'époque, c'était des inégalités salariales ou des inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, c'est une révolte. C'est d'abord une révolte. Et c'est pas une posture, la gauche, pour que les choses soient claires. Parce que il y a malheureusement, avec le temps, une situation où la gauche elle est devenue une posture, c'est-à-dire une posture idéologique. On est de gauche comme ça parce que ça fait bien. Ça vous arrive dans un certain nombre de dîners, de gens qui disent « moi je suis de gauche, mon père était de gauche, etc. » Non, la gauche c'est d'abord un combat. Et si on n'est pas dans ce combat, et si on n'est pas un militant de ce combat-là, alors oui, c'est des discussions d'intellectuels qui sont respectables, mais c'est plus la même chose. Éric Zemmour, la gauche aujourd'hui Aujourd'hui. Mais lui, il connaît bien, parce que quand il a commencé, il était jeune, je vous fais une petite confidence, il aimait bien la gauche. Il aimait bien la gauche, il a évolué. Vous étiez à l'extrême gauche, vous avez évolué. Je viens de la gauche. Si vous voulez, je crois aujourd'hui, avec réflexion, et Julien Drey a raison sur un point, la gauche et la droite, c'est assez intemporel comme notion. Moi, je pense que c'est même pas lié, on dit toujours, ça naît à la Révolution française, ceux qui sont pour le veto. Moi, je suis même pas sûr de ça, mais c'est bon, c'est l'anecdote. Je pense que c'est d'abord un type psychologique. Je pense que la gauche, c'est l'optimisme, et la droite, c'est le pessimisme. Je suis pas en désaccord. Je ne suis pas en désaccord. Oui, pour le meilleur et pour le pire. Oui. Je veux dire, voilà. L'optimisme, ça pousse à faire toutes les bêtises possibles au nom de l'idéal et même à massacrer les gens parce qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est l'extrême. C'est la caricature de la gauche et c'est le massacre, c'est le crime de la gauche. Et la droite, le pessimisme, le bon côté du pessimisme, c'est ne pas s'embarquer dans des aventures inconsidérées au nom de « Ah, mais non, ça a toujours mal marché, etc. » Ça, c'est pour moi le bon côté. Et le mauvais côté de la droite, c'est une espèce de cynisme « Mais non, mais de toute façon, rien ne marche, on ne peut rien changer, c'est nul, etc. » Voilà comment je vois les choses. Alors, dans ce cadre-là... La synthèse, c'est Gramsci. L'optimisme de la volonté et le pessimisme de la lucidité. Voilà, c'est ça. Bon, c'est une vieille formule. On mettait ça dans nos dissertations à Sciences Po, ça nous rajeunit. C'est pas parce que c'est... Mais je suis d'accord. Dans l'époque actuelle, je sais que... Mais c'est pas parce que c'est vieux que c'est forcément mauvais et rejetable. Mais je suis d'accord. Là, il sera d'accord. Mais je suis d'accord. Mais c'est mon âge qui fait ça aussi maintenant. Oui, l'expérience. Alors, votre regard sur la gauche, il parlait des valeurs de la gauche. Non, je pense que, si vous voulez... Il ne faudrait pas parler de la gauche et de la droite. Il faudrait parler, en fait, des représentants, c'est-à-dire des socialistes, etc. Parce que là, autant je pense que la droite et la gauche sont éternelles, et j'aimerais qu'on voit comment ils se redéfinissent aujourd'hui. Parce que moi, je pense que le clivage, en gros, populiste, souverainiste d'un côté, et mondialiste, progressiste, comme on veut, selon la terminologie, c'est une nouvelle mouture du clivage droit-gauche. En revanche, je pense que les socialistes, dans leur pratique politique, ils sont condamnés parce que tout simplement, ils ont trahi tous leurs idéaux, ils ont renoncé à tous leurs idéaux et ils ont trahi le peuple et ils ont trahi tous ceux qu'ils défendaient. En gros, si vous voulez, il y a le grand basculement, pour parler de l'histoire moderne, je ne veux pas refaire le socialisme depuis le 19e siècle, mais dans l'histoire moderne, il y a le grand basculement des années 80, pour précisément de 1983, où là, d'après moi, la gauche, pour avoir l'Europe, a dû accepter le marché, et la droite, pour avoir le marché, a dû accepter l'Europe. Et il y a cette double trahison qui fait que
les partis de droite comme les partis de gauche sont condamnés à mourir aujourd'hui. Est-ce que le PS a trahi le Non, peuple? j'aime pas le mot trahison. Parce que le mot trahison, il implique tout de suite des procès, des mises en cause. Et oui, vous avez placé sur la morale, c'est pour ça. Et des excommunications. Alors moi, je pense qu'il y a des choses qui évoluent. On n'a pas forcément... les choses sont pas éternelles, il y a des choses qui évoluent. Et il y a, à un moment donné, des moments où on n'est pas à la hauteur de l'histoire. Voilà. Alors c'est pour ça que je fais attention avec les mots trahison, parce que je viens d'un courant historique qui s'est beaucoup battu contre ces choses-là. J'étais trotskiste quand j'étais jeune, et je le renie pas. Ça m'a beaucoup appris. Et donc, je fais attention à ça, aux excommunications qui en découlent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une forme de socialisme qui a évolué sur ces 30 dernières années et qui est à bout de souffle. Et qu'il faut réinventer le combat progressiste. Alors, j'aime pas le mot progressiste, parce qu'il était aussi dénaturé, mais le combat socialiste doit se réinventer. Il doit se réinventer en se réappropriant ce qui a été l'essentiel du socialisme. C'est pour ça que j'ai employé le mot combat au départ. C'est à partir du moment où on n'est pas au combat, à partir du moment où on n'est pas en conquête, à partir du moment où on ne se donne pas des objectifs, et des objectifs notamment sociaux, et à partir du moment où on est toujours, je dirais, sur le mur de on peut pas faire autrement, c'est très difficile, c'est compliqué, voilà, eh bien, effectivement, on arrive là, je le pense, et j'emploie ce terme-là, des capitulations idéologiques. Donc il y a, et c'est vrai que le dernier quinquennat a été, pour une part, l'aboutissement de tout ça, mais il n'a pas été qu'en France, il a été à l'échelle de toute la social-démocratie européenne, donc il faut garder le mot socialisme, parce que c'est un beau mot. Bon, il faut aujourd'hui lui donner une nouvelle dimension. Et alors moi, j'aime pas le terme refondation parce que ça sert à rien tous les 10 ans. Mais il faut lui redonner un sens. Et le sens, je vais prendre un exemple très simple. Et comme ça, vous allez comprendre. Ça fait 1 an et demi que je dis, on pourrait aujourd'hui obtenir de ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire toutes ces entreprises du numérique, le fait qu'elles cotisent à un impôt commun. Non pas qu'elles payent un impôt, parce que de toute manière, elles sont tellement malignes qu'elles paieront jamais d'impôt. Et qu'à chaque fois qu'on veut faire un impôt, ils s'échappent, on le voit encore aujourd'hui avec ce que fait Macron. Mais ils versent dans chaque pays, dans un fonds, une somme qu'on détermine. Et cette somme-là, elle permet de donner une dotation universelle à chaque jeune à l'âge de 18 ans. Ce qui permettrait que chaque jeune en France, et j'ai utilisé le montant, 50 000 euros, c'est pas rien, dispose d'un capital pour commencer sa vie. En contrepartie, parce que je suis pas pour les choses gratuites, en contrepartie, il y aurait un service civique de chaque jeune de 6 mois. Ça, c'est une conquête sociale. Ça, c'est être de gauche. Une gauche réformiste. C'est bien parce qu'on avance. Julien Drey, vous avez tout à fait raison sur 2 points. Le premier, c'est que c'est j'ai raison. En général, je me dis quelle est la baffe que je vais prendre. Ah mais après, laissez-moi avancer. Mais parce que j'essaie de raisonner, on essaie de raisonner. Bon, allons-y. La première chose fondamentale, vous avez dit, il n'y a pas de trahison. Je suis assez d'accord avec vous. Il y a simplement des contradictions. Enfin, c'est ce que je pense. Deuxième, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et la deuxième, et la contradiction majeure selon moi, quand vous avez dit autre chose très juste, qui est, ce n'est pas seulement en France que le socialisme est en crise, c'est toute la social-démocratie européenne et occidentale qui est en crise. Et je pense que ça c'est vrai, et que pourquoi elle est en crise, c'est parce qu'il y a contradiction entre 2 valeurs fondamentales de la gauche. Premièrement, le social, et deuxièmement, l'internationalisme. C'est le mondialisme, c'est l'internationalisme qui ont tué le social. C'est parce que le socialisme a renoncé aux frontières, qu'il a renoncé aux nations, qu'il s'est soumis à l'internationalisme et donc qu'il a été l'idiot utile, expression qui vient justement de l'extrême gauche et de Lénine, si je me souviens bien, qui a été l'idiot utile du capitalisme, puisque l'universalisme de gauche a été réutilisé par le capitalisme pour pouvoir mettre en concurrence les travailleurs partout. Les travailleurs là-bas, c'est les délocalisations. On est allé chercher des esclaves à bas prix pour délocaliser. Et ici, on fait venir sans cesse des immigrés. On en a parlé dans la première partie. Et cette concurrence est mortelle. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas avoir d'État-providence sans frontières et sans nation. L'internationalisme et le social sont antinomiques. Et c'est ça qui vous a tué. Alors, je suis pas d'accord évidemment avec ça, d'abord parce que dans l'histoire de la gauche, l'internationalisme, c'est-à-dire considérer que tous les hommes sont des frères et qu'ils doivent se tendre la main et qu'ils doivent s'entraider. Sinon, c'est la guerre et on a vu ce que ça donne à l'échelle de la planète. Pas forcément. Comme disait l'autre, on est patriote ou on est nationaliste. Patriote, c'est aimer sa patrie, et nationaliste, c'est aimer que les siens. Voilà, donc aimer sa patrie, c'est aimer... Bon, moi, je suis français, donc je me revendique d'un certain patriotisme. Mais je dis pas la France est supérieure aux autres et j'ai forcément... Mais préférer les siens, c'est pas penser qu'ils sont supérieurs. Non. C'est préférer les siens. Mais moi, je préfère les miens. Oui, mais moi aussi. Je préfère les Français. Moi, je préfère pas les miens. Je préfère les hommes et les femmes et je respecte les autres.
C'est différent. Mais moi aussi, je respecte et donc, tout le monde. je ne me mets pas en état de supériorité Mais par moi rapport non plus. aux autres. Voilà. Mais si mais vous savez, Julien Drey, je voudrais si on ne se met pas en état de supériorité au moins inconsciente, eh ben on n'existe plus. Non. Mais si. Bon, je suis pas d'accord. Je pense qu'on peut. Mais vous savez, c'est la très belle phrase de Sioran que j'aime beaucoup. Je vous la cite parce que ça va vous plaire. Non, mais tant qu'une nation a conscience de sa supériorité, elle est féroce et respectée. Dès qu'elle ne l'a plus, elle s'humanise et ne compte plus. Mais je suis pas d'accord avec vous parce que justement il y a un terme qui me plaît pas, c'est la férocité. Oui, je sais. Et moi je crois à l'humanité et je suis un humaniste et c'est pour ça que voilà. Mais oui, mais je sais que c'est. Le socialisme dans un seul pays, est-ce que c'est possible? Vieille formule. Je vais répondre sur donc la notion d'internationalisme est une notion consubstantielle à notre histoire. Quel a été le problème que pose Éric Zemmour? C'est que quand on a essayé de faire la rupture en France en 81. C'est-à-dire ce que vous pouvez appeler le socialisme d'un seul pays, mais de manière démocratique cette fois, pour pas faire la caricature de ce qu'a été l'Union soviétique, c'est-à-dire de respecter le suffrage universel, de respecter les gens et de pas dire c'est moi qui ai la vérité, donc je vous écrase parce que l'avenir sera meilleur après. Quand on a essayé de faire ça, on s'est heurté à un mur. Et on a échoué. C'est ça le tournant de 83, parce que on est pris dans les contradictions de l'internationalisation des échanges qui fait qu'il y a le fameux mur de l'argent, etc. Bon, vous vous rappelez l'histoire du franc, etc. Bon, donc quelle a été la théorie de Mitterrand à l'époque? C'est de dire ce qu'on n'a pas été capable de faire en France, il faut d'abord faire l'Europe. Et l'Europe sera un nouvel espace dans lequel vous pourrez combattre le socialisme. Et là, je le dis, on a marché là-dedans. Moi aussi, j'ai cru à un moment donné qu'effectivement, il avait raison. Mais la vérité, c'est que il nous disait, faites l'Europe des marchands, et après, on fera l'Europe sociale. Mais ça n'a pas marché comme ça. Merci. Parce que l'Europe des marchands n'a été que l'Europe des marchands. Donc quand je dis qu'il faut refonder, je dis oui, il faut refonder. Vous savez, la fuite en avant, on voit bien, c'est quand on a commencé à ouvrir les frontières n'importe comment. C'est-à-dire quand on est passé de l'Europe des 6 à l'Europe des 15, à l'Europe des 23, et où, d'ailleurs, si vous invitiez François Hollande, à une confidence qu'il m'a faite, je peux me permettre de faire ici, il me disait, quand j'ai un sommet des 23, il y a un petit pays. Alors c'est pas au sens qu'il y a... Voilà. Et lui, il a une idée derrière la tête. Et comme on va pas lui donner ce qu'il a derrière la tête, il va bloquer la négociation sur une chose. Et puis après, on va aller dans les couloirs et ça va être du marchandage. Et on en est là. Donc il faut effectivement refonder la construction européenne sur un noyau très, très, très intégré. Parce que effectivement, s'il n'y a pas un État, s'il n'y a pas une redistribution, s'il n'y a pas des règles, et ça, c'est des règles acceptées. Et donc des frontières, Julien. Et donc une frontière européenne. Mais moi, le terme frontière me gêne pas. Mais moi, je suis pour une frontière qui soit effectivement déterminée par un consensus politique tel qu'il est. J'aime bien quand vous me donnez raison, tout en disant que j'ai tort. C'est bien, mais c'est quand même ce que vous venez de faire. Vous venez de dire que Mitterrand... J'ai pas dû m'entendre alors. Bon, bah non, mais oui, moi je vous ai entendu comme ça. Mitterrand s'est planté, Mitterrand a échoué. Si, il s'est planté. Et il s'est planté doublement d'ailleurs, parce qu'il pensait aussi avec l'euro contrôler les Allemands, et c'est les Allemands qui nous ont contrôlés. Mais bon, c'est pas grave, hein, tout le monde se trompe. Mais là, ça a des conséquences énormes. Maintenant, quand vous dites qu'il faut refonder avec une Europe plus petite, etc., mais c'est du bricolage ça, Julien Drey. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, il y a deux clivages fondamentaux. Il y a le clivage entre le Nord et le Sud, qui est un clivage économique. On n'a pas la même vision économique. Et quand j'ai dit refonder, j'ai pas dit avec qui pour l'instant. Donc vous êtes tout de suite en train de me dire, vous voyez, moi j'ai pas dit ça. Attendez, quand vous allez refonder avec qui Et il y a un clivage entre l'Est et l'Ouest sur l'immigration et l'identité. Et ces deux clivages se croisent pour désintégrer complètement l'Union européenne. En vérité, le problème de l'Union européenne, moi je me souviens des slogans de Mitterrand justement lors du référendum sur Maastricht, à plusieurs, on est plus fort. Oui, on est plus fort, si on est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on est d'accord avec personne. Et personne n'est d'accord avec personne. Donc là, on est affaibli. C'est-à-dire qu'on s'est dépouillé de nos prérogatives d'État. Et en plus, on est d'accord avec personne. C'est le vrai problème de l'Union européenne aujourd'hui. Alors, sur l'idée qu'on n'est pas d'accord, oui, c'est évident, il y a des désaccords réels et substantiels. Alors, c'est des désaccords qui sont d'abord plus des désaccords de gouvernement que des peuples. Parce que c'est un des problèmes qui est posé. C'est que l'Europe, elle est antidémocratique sur le fond, puisque les grandes décisions se prennent dans des choses où personne ne comprend, que le Parlement européen ne sert à rien, ou étant le cas, ne sert plus à grand chose, etc. Bon, voilà. Mais si on avait... sert à rien, le Parlement. Non, mais si on avait un vrai Parlement européen, c'est-à-dire comme le Parlement, qui ait les mêmes pouvoirs que le Parlement français. Donc après, la question, ça serait autre chose. C'est un contrôle démocratique, on pourrait peser. Là, on n'arrive pas à peser. On n'arrive pas à faire l'Europe sociale, parce qu'il n'y a pas de cadre qui permet l'expression d'un rapport de force et qui permet de l'emporter. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, sur les frontières,
Oui, il y a aujourd'hui des choses qui ne vont pas, dans la mesure où il y a une Europe qui est à tout vent, et donc il faut un noyau dur. Alors avec qui on fait ce noyau dur? Avec ceux avec qui on est les plus proches. Donc je crois à la frontière, mais je crois à l'Europe méditerranéenne, par exemple, parce que je pense que l'Europe méditerranéenne a un rôle particulier par rapport à toute l'autre façade de la Méditerranée. Donc je crois à l'Europe avec l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Et on voit bien qu'il y a d'énormes convergences là-dessus. Après, il y a un problème avec les Allemands. Bon, mais les Allemands, les choses sont pas jouées à l'avance. Les Allemands, c'est une discussion politique qu'il faut faire, qu'on n'a pas fait, parce qu'on a cédé tout le temps devant les Allemands, devant leur dictat. Oui. Donc il y a une construction européenne qui passera forcément, à un moment donné, par une redéfinition, donc certainement peut-être par un affrontement avec les gouvernements allemands, dans la fondation d'un... Mais je crois que l'Allemagne, dans le fondement d'un nouveau noyau dur, mais je crois que l'Allemagne telle qu'elle est aujourd'hui n'a pas d'autre possibilité que de s'intégrer à ce noyau-là. Bon, ça c'est une discussion politique. Et je voudrais juste finir, Brexit, hein. Et je voudrais juste finir sur la question de l'immigration. La question de l'immigration, elle est simple. Il y a des flux migratoires qui existent. Bon. Et vous pouvez mettre toutes les barrières que vous voulez, ils existent. Voilà. Et les gens, ils préfèrent... Mais la preuve que c'est pas faux. C'est que les gens préfèrent... Les pauvres, malheureux, préfèrent mourir en Méditerranée, sachant tous les risques qu'ils prennent. C'est normal. Et sachant c'est normal, ils ont plus de chances de mourir chez eux que dans la Méditerranée. Bon, donc, c'est statistique. Et donc, alors... Vous disiez tout à l'heure que je vous donnais raison en parlant, ben là vous venez de me donner raison moi, parce que vous venez de comprendre qu'il y a des flux migratoires qui sont là. Le problème c'est comment on les gère. Attendez, comment on les gère, comment on les répartit, comment on les organise. C'est pour ça que depuis des années, je défends l'idée de quotas. Dans ces quotas, il y a deux choses à faire. La première, c'est des besoins économiques. Il y a des besoins économiques de l'Europe, et puis il y a la dimension de solidarité. Après, quel est le problème qui est posé? C'est que vous avez une immigration illégale. Bon, avec des juridictions qui sont incapables de gérer cette immigration illégale. Ce qui fait que vous avez cette situation terrible que nous vivons ensemble. Vous allez sur les périphériques de Paris et vous avez aujourd'hui des gens qui sont dans des conditions déplorables, qui vivent dans des conditions dramatiques. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont juste en train d'essayer de faire exploser les délais qui feront que de toute manière ils seront inexpulsables. Le regard d'Éric Zemmour sur l'immigration. Alors d'abord... Pour toute l'Europe, la discussion est sans fin, puisque moi je pense qu'il n'y a pas de peuple européen, donc il n'y a aucune légitimité à votre Parlement européen, etc. Mais bon, ça c'est une première discussion. Je ne pense pas qu'il y a un peuple européen. Oui, donc il ne peut pas y avoir d'Europe démocratique puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Donné, vous pouvez fabriquer une conscience. La démocratie, c'est uniquement au sein de la nation. Non, mais c'est pas vrai, parce que vous pouvez avoir un espace qui s'agrandit. Mais la preuve, c'est que la France, dans ses frontières, elle a évolué. Donc si non, elle a évolué parce que les rois... les rois ont gagné des territoires, c'est tout. Mais d'accord, mais quand et donc c'était sous l'autorité de la même personne. Mais donc, quand ils ont gagné des territoires, ça veut dire qu'ils ont étendu les choses. Et sous la souveraineté de la même personne. Mais donc, vous pouvez avoir une souveraineté européenne qui se construise par la discussion. Parce que le peuple s'est construit petit à petit. Mais là, comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Non. Il y a des nations qui existent. Non, mais on fait des omelettes avec des œufs sans les oui, mais là, ils sont durs. Alors, deuxièmement, pour l'immigration. Pour l'immigration, ce que vous dites, c'est vraiment, je suis d'accord sur rien. C'est-à-dire que je pense que depuis 40 ans... Moi, ça suffira, je suis venu discuter avec vous. Absolument. Le discours de Julien Drey et le discours général de je vais avoir au cours sur ce que vous faites depuis 20 ans, sur le fait qu'on est responsable d'avoir ouvert les frontières, la différentialisme, etc. Non, j'allais pas dire ça. J'allais dire le discours de Julien Drey, celui de toutes les élites, on ne peut rien faire. Je suis pas une élite. En quoi je suis une élite? Non, mais j'ai dit... Vous allez lui répondre. Hein. De la gauche, si vous voulez, parce que la droite a repris votre discours. Donc de la gauche qui est... Il y a des gens qui veulent partir et on ne peut rien faire, ces pauvres malheureux, etc. J'ai pas dit qu'on peut rien faire. Si, vous avez dit on ne peut rien faire. On mettra tous les murs qu'on voudra, on ne peut rien faire. Non, j'ai dit, si on n'est pas capable de gérer ça intelligemment, alors, évidemment, on tombe. On n'est pas capable de gérer ça intelligemment. Ah ouais, alors on fait tout quoi? simple, on les arrête. Ah, d'accord. On les laisse pas rentrer. On leur donne pas les droits. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui. 30 secondes. Non, Julien Drey, attendez. Quand ils meurent en Méditerranée, quand les gosses meurent en Méditerranée. Je n'en ai cure. Ah, vous en avez cure. Ben voilà, ça, et ben voilà. Ça, c'est la différence entre vous et moi. Absolument moi, quand un homme, comme un être humain, quel qu'il soit, la couleur de sa peau, la couleur de sa couleur, il est en train de... Non, pas monsieur, ce que je vous ai dit. Ne devenez pas aussi poli qui devient agaçant parce que genre méprisant. Pas du tout. Bon, pas du tout non, méprisant. Quand un homme meurt, pour moi, c'est un frère et j'essaie de le sauver. Eh ben, pour moi... Il a pris son risque. Voyez, je vous connais bien. Au fond de vous-même, y compris au propos de vos propres convictions. Parce qu'il y a plein d'endroits où vous allez dans la vie, etc. Je sais que vous pensez ça. Pas du tout. Vous êtes quelqu'un qui sait tendre la main. Pas du tout. Vous savez pas tendre la main? Si, je sais tendre la main, mais là, je peux vous dire pour moi. Quand quelqu'un meurt noyé, vous restez au bord de la plage, vous dire crève. Je peux répondre. Excusez-moi. Vous savez, le général de Gaulle aimait une formule de Joseph de Metz qui disait: une politique ne doit pas se juger aux victimes qu'elle fait, mais aux maux qu'elle évite.
Je pense que l'immigration, l'invasion migratoire de masse que nous vivons depuis des années va finir par provoquer la guerre en France, la guerre civile en France, et l'islamisation du pays. Pour moi, ce sont des mots beaucoup plus importants que la mort de gens qui veulent venir chez nous, alors que je ne leur ai rien demandé, qui sont pour moi des envahisseurs. Alors, s'ils prennent leur risque parce qu'ils veulent venir, alors que je ne veux pas qu'ils viennent, moi, peuple français, c'est leur problème. Donc, excusez-moi, moi, je préfère, je vous l'ai dit au début, c'est notre conversation. Tous les hommes sont égaux en dignité, c'est une évidence. Nous sommes tous frères, universellement. Sauf que, mais bien sûr, je le dis, bien sûr, mais je préfère les miens. Moi, tous les gens sont frères, mais je préfère mes enfants. Excusez-moi. Et pour défendre mes enfants, je préfère que l'autre meure, plutôt que ça soit mes enfants qui meurent. Parce que ça sera, mais oui, ça sera les Français qui seront soumis par une force supérieure, parce que je crois, comme disait Auguste Comte, que la démographie, c'est le destin. Maintenant, vous m'avez fait dévier, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a l'immigration légale et l'immigration illégale. Je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, il y a une petite nuance. Pas du tout. Il faut les arrêter les deux. Ah, ouais, bon, d'accord. Donc, vous voyez, il n'y a pas de nuance. Ouais. Il y a l'immigration illégale, il faut l'arrêter en les renvoyant, et l'immigration légale, il faut l'arrêter en supprimant leurs droits. C'est-à-dire que, et c'est ça le grand piège, c'est que on ne peut pas arrêter aujourd'hui l'immigration. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les immigrés qui décident qui vient en France. Ce n'est plus la France qui est souveraine, parce qu'ils ont le regroupement familial, le droit d'aller chercher une femme dans leur pays, etc., etc. Tous leurs droits, les étudiants, etc. C'est tous ces droits qu'il faut supprimer. Le droit du sol et le fait qu'on n'expulse pas des délinquants parce que soi-disant ils ont un lien avec la France. Et dès qu'ils ont un enfant ici, ils ne sont plus expulsables. C'est tous ces droits-là qu'il faut supprimer. Sinon, évidemment, on sera envahi, submergé et dominé par une civilisation étrangère. Alors, il y a plusieurs choses, évidemment. Vous avez participé, justement, Julien Drey, et vous avez un vrai regard aussi sur l'immigration. Oui, mais il y a plusieurs niveaux dans la discussion et dans les propos qui sont tenus par M. Zemmour. Moi, je reviens quand même sur la question fondamentale qu'on abordait. Moi, je considère que quand un être souffre sur la planète, ça me concerne. Pas moi. Voilà. Mais voilà la divergence. Mais oui, c'est ça notre divergence, absolument. Voilà. Absolument. Moi, je considère mais que vous savez, les Allemands, ils souffraient. Éric Zemmour, laissez-le répondre. Éric Zemmour. Je sais que quand vous commencez à m'interrompre comme ça, c'est que quelque part, vous vous sentez un peu en situation difficile. Moi, c'est ça. Alors, vous m'avez demandé ce que c'est que la gauche. Bah voilà, c'est ça aussi. Absolument. Vous avez voulu une conférence européenne, justement, sur ces sujets. Je n'arrive pas à vivre en regardant le malheur des autres. Je ne sais pas vivre en regardant le malheur des autres. Et je ne peux pas le supporter. Voilà, c'est tout. Et je me sens avoir une responsabilité à l'échelle de mon pays, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la planète. Voilà. Après, je pense que la raison est toujours plus forte que, je dirais, la peur. Et la raison, c'est quoi? C'est de se dire, on est face à un problème, on essaye de le gérer intelligemment. Je vous l'ai dit, écoutez bien ce que je dis. Parce qu'y compris, ça m'étonne qu'il ne l'ait pas vu. Dans mes propos, il y a une évolution. Je pense que dans la manière dont on gère les flux migratoires, il y a des choses qu'il faut changer. Pourquoi? Parce que si on dit on a des quotas, je sais les gérer. Non. Je sais. Toi, tu dis non, vous dites non, pardon, excusez-moi. Moi, je pense qu'on sait les gérer. On sait les gérer parce qu'on sait les répartir, ne pas les laisser toujours dans les mêmes endroits. On sait voir les problèmes qui sont posés, etc. L'État français, il sait faire ça. Si l'État français, il sait pas gérer 100 000 migrants par an, excusez-moi, il est en faillite. Sur les chiffres qu'on voit aujourd'hui, c'est compliqué. Et par contre, non, sur les 100 000. Mais par contre, quel est le problème? C'est celui de l'immigration illégale. Et vous avez des dispositifs de droit qui font que cette immigration illégale, effectivement, elle finit par s'installer. Donc il faut changer les règles. La gauche allemande, et pourtant la gauche la plus radicale, a elle-même évoqué cette question-là. Et je pense que avec les quotas, on devra changer la législation par rapport à l'immigration illégale. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans une situation illégale et qui rentre sur le territoire français, on doit pouvoir l'expulser sans attendre. Si on attend trop, il s'installe, on ne sait plus quoi faire. Et à ce moment-là, il y a effectivement ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire des campements, des regroupements, etc., etc. Maintenant, si on lui dit, il y a une filière, si tu vas dans cette filière, tu as une chance de pouvoir, si tu le veux, déjà ça va baisser la pression. Mais bien sûr. Voilà, ça va baisser la pression. Julien Drey, je vais excusez-moi. Voilà, pardon. Mais c'est une entourloupe. Voilà, ouais, Parce que vous nous dites des quotas, c'est ce qu'a fait le gouvernement d'ailleurs, c'est ce qu'avait voulu faire Sarkozy. Non, personne ne le fait. Attendez, personne ne le fait. Mais est-ce que vous n'avez pas répondu à ce que j'ai dit? Est-ce que si vous nous faites des quotas, vous supprimez tous les droits au regroupement familial et tout ça? Parce que vous ajoutez. Non mais là, j'ai bien compris ce truc. Le truc c'est que vous gardez tous les droits, donc on est à 270 000, et vous nous rajoutez des quotas, donc c'est sans fin. Vous rajoutez encore. Et deuxièmement, l'immigration réelle aujourd'hui en termes réguliers, le flux migratoire, ce qui rentre et ce qui sort, c'est grosso modo depuis des années 100 à 110 000.
Ah, ça ajoute... 270 000 entrées légales, Julien Drey, cette année. Mais après, il y a les départs. Mais il n'y a pas de départ. Mais si, il y a des départs. Bon, écoutez, il n'y a pas de départ. Ça, c'est... Le solde migratoire est une entourloupe statistique. Mais non, mais ça, c'est... Dès qu'il y a un chiffre qui vous gêne, vous le contestez. Non, pas du tout. Vous dites, il n'existe pas, il est faux. Pas du tout, parce qu'ils... Moi, je vais me donner... Alors, ils soustraient les Français qui sortent. Donc, ils vont en Angleterre, etc. Mais vous avez des tas de gens qui décident... Julien Drey, est-ce qu'on peut reconnaître qu'il y a un problème? Ils décident de retourner dans leur pays parce qu'ils ont leur famille, ils veulent mourir dans leur pays, par exemple, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut reconnaître qu'il y a un problème d'intégration, justement, des immigrés qui viennent ici? Mais moi, je vais même plus loin, parce que je pense que le terme d'intégration, il était valable dans les années 80. Parce qu'il y avait une logique, on sortait de traumatismes qui étaient liés aux guerres coloniales, etc. Et donc, on faisait attention à cela. Bon, c'était normal. Mais aujourd'hui, la question n'est plus de la même nature. La question aujourd'hui, c'est le terme de l'assimilation. C'est ce terme-là. L'évolution. Là, vous êtes en phase avec Éric Zemmour. Les étapes. Non, mais là, c'est une apostasie. Alors, on le laisse terminer. J'explique. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est plus simplement... Il fallait respecter une certaine histoire. Vous avez des jeunes à l'époque, dans les années 80, qui disaient on respecte l'histoire de nos parents, qui ont été des victimes des guerres coloniales, etc. et tout. Donc la France avait une responsabilité, même si là-dessus, nous sommes en total désaccord, Éric et moi, sur la responsabilité coloniale de la France, etc. Même s'il ne m'a toujours, entre parenthèses, pas répondu à la question que je lui ai posée, mais ça fait 2 ans, sur la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs en Algérie, où il m'a expliqué qu'il n'y avait pas de déportation. Non, il y a eu des camps de concentration, je t'ai donné l'exemple, je vous ai donné l'exemple. Il n'y a pas de déportation. Mais il y a eu des camps de concentration, et la déportation était préparée, les plans étaient... Puisque vous êtes un historien, vous savez, mais on viendra, on fera une autre histoire là-dessus. Restons sur l'assimilation. J'aimerais bien... On reste sur l'assimilation. Non, attendez, parce qu'on peut répondre. Il n'avait pas fini. Il finit, ensuite Éric Zemmour. On fera une autre émission. Non, mais finissez. Non, terminez sur l'assimilation, ensuite Éric Zemmour. Je pense qu'aujourd'hui, la question qui est posée, c'est que vous avez une partie importante de gens issus d'immigration qui sont assimilés pour une simple raison, c'est qu'ils sont des citoyens français et qui veulent qu'on leur foute la paix. J'en ai autour de moi des dizaines. Et puis vous avez un noyau dur qui ne veut pas cette assimilation et qui considère. Et ce noyau dur, j'emploie noyau dur parce que il entraîne, il a une influence. Il a même une influence sur les procédures d'assimilation. Et on fait quoi avec le noyau dur? Il faut le combattre. Il faut être intransigeant sur la laïcité, intransigeant contre l'islamisme. Il n'y a aucune discussion à avoir. Mais il n'y a pas. Vous savez, souvent on disait, le problème de la gauche, c'est qu'elle a toujours des explications sociologiques qui fait qu'elle comprend. Non, il n'y a pas à comprendre. Éric Zemmour. Alors. Parce que là, Julien Drey fait un double cabriole et il faut qu'on doit admirer la cabriole. Oui. C'est un art aussi, la cabriole. Absolument. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes, messieurs. Il faut comprendre d'ailleurs, il faut que les gens comprennent que Julien Drey dit exactement le contraire de ce qu'il a dit il y a 30 ans. Non, je vous ai dit. Attendez, je vous ai pas interrompu, n'exagérez pas. Il a évolué. Non, il n'a pas évolué, il dit le contraire. Je vais expliquer pourquoi. Dites-nous pourquoi. Vous êtes au fond de ma tête et vous savez mieux que moi. Oui, absolument, je sais mieux que vous. Dans les années 80... Lui et son compère Harlem Désir, j'ai en mémoire là, visuellement je la vois, une interview d'Harlem Désir dans Libération dans les années 80 qui disait l'assimilation c'est terminé, on nous disait c'est l'assimilation ou la valise, et ben aujourd'hui nous avons le remède miracle, c'est l'intégration, c'est-à-dire le refus de l'assimilation. SOS Racisme et toute la gauche à partir des années 80 s'est fondée sur le rejet de l'assimilation qu'ils assimilaient à tort à un corset colonialiste et une pseudo-intégration qui est en fait une ode au multiculturalisme et ce qu'ils appelaient à l'époque le droit à la différence. Aujourd'hui, Julien Drey vient nous expliquer, évidemment, c'est ça la gauche, c'est notre début de conversation, c'est l'optimisme de la gauche. Tout va très bien, et puis 30 ans plus tard, ils s'aperçoivent que c'est une catastrophe, et là ils disent, oh là là, mais il faut l'assimilation. Sauf que Julien Drey, c'est trop tard, parce que plus personne n'est assimilé. Parce qu'aujourd'hui, les gens, qu'est-ce que c'est assimiler? Non. Oui, mais non, qu'est-ce que c'est assimiler? On peut pas poser la contradiction. Je n'abroge pas la contradiction, mais je vous ai laissé parler. Bon, moi aussi. Qu'est-ce que c'est l'assimilation? Vous dites vous-même, ils sont assimilés parce qu'ils sont citoyens français. Mais pas du tout. Pas du tout. Assimiler, ça veut dire devenir le même. Ça veut dire s'approprier l'histoire de France. Ça veut dire considérer que l'histoire de France, même l'histoire de France coloniale, c'est la sienne et non pas celle de ses ancêtres. On a bien compris, Éric Zemmour. Mais non, on n'a pas bien compris. Si, on a compris. On est obligé de rendre l'antenne. Ça n'existe plus. On comprend très bien. C'est un mythe. Il n'y a plus aujourd'hui d'immigration assimilée. Ça n'existe plus. Le message est passé. Le message est passé. Julien Drey pour conclure parce qu'on doit rendre l'émission.
le dit haut et fort, j'ai toujours pensé que la question qui était posée, c'est pas le droit à la différence, c'est le droit à la ressemblance. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne trouverez aucun discours de ma part, comme de SOS Racisme, qui appelle au droit à la différence. Après que les choses aient évolué, je suis d'accord, les choses ont évolué, les situations ont évolué, c'est pour ça que j'emploie des termes qui sont plus forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans les années 80. Et c'est pas trop tard. Et moi, on verra. Moi, je pense qu'il y a toute une partie aujourd'hui des jeunes issus des quartiers, par exemple, qui sont de parfaits citoyens français et qui connaissent même souvent mieux l'histoire de France que ceux qui sont liés à cette histoire depuis longtemps. Un dernier mot, je voulais juste venir, parce que vous permettez, c'est juste cette remarque, on aura peut-être d'autres débats. Je sais qu'avant de venir, beaucoup de gens m'ont dit, mais comment ça se fait que tu vas débattre avec Éric Zemmour et que tu vas sur CNews? Alors je voudrais expliquer, parce que comme je vais m'en prendre plein la tête. En une seconde. Je vais m'en prendre plein la tête sur Internet. Je considère que le débat politique doit toujours avoir lieu. Et qu'il ne doit pas être réduit simplement à des prétoires. S'il y a des propos qui sont déplacés, il faut les condamner, etc. Mais je considère que le débat politique doit avoir lieu et je suis contre la politique de la chaise vide. C'est le dernier mot. Merci beaucoup, Julien Drey, pour votre présence. En tout cas, c'est la fin de ce face-à-face. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain 19h sur CNews.